Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès du financement présumé libyen de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy est terminé. Il s'est refermé le mardi 8 avril après 3 mois d'audience devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien président était accusé de corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs. Dans ce procès, il y avait 12 autres prévenus, notamment 3 anciens ministres, Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth. Le jugement sera rendu le 25 septembre. Compte rendu d'audience aujourd'hui dans Code Source avec Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, ce procès s'est achevé le mardi 8 avril. Nicolas Sarkozy, il risque très gros dans cette affaire. En clair, il risque d'aller en prison ? Ah oui, évidemment, puisqu'il est poursuivi pour des infractions qui sont passibles de 10 ans de prison, notamment la corruption, qui est la plus grave de toutes, et aussi l'association de malfaiteurs. Donc l'enjeu est considérable, sachant que Nicolas Sarkozy, il porte déjà un bracelet électronique depuis sa condamnation dans l'affaire Bismuth, qu'il est sous le coup d'une autre condamnation à 1 an ferme sous bracelet dans l'affaire Big Malion. Là, il y a un pourvoi en cassation qui est en cours. Ça fait lourd, sachant qu'il est aussi mis en examen dans un autre dossier encore, qu'on appelle le dossier Sauvé Sarko, sur la rétractation de Ziad Takieddine. Enfin, disons que tout ça fait un horizon judiciaire assez lourd pour l'ancien président de la République. Vous allez nous raconter à la fin de ce podcast comment il s'est défendu, mais d'abord vous allez nous résumer la deuxième partie de cette audience. On avait déjà raconté le début dans Code Source le 31 janvier. Il faut rappeler l'essentiel. D'après l'accusation, Nicolas Sarkozy a passé en 2005 avec la Libye du colonel Kadhafi un pacte de corruption. En résumé, la Libye lui donne des fonds occultes pour sa campagne présidentielle et lui, en retour, une fois élu, il aiderait la Libye à retrouver sa place dans le concert des nations. L'accusation s'appuie notamment sur des déplacements à Tripoli en octobre 2005 puis en décembre 2005 de 2 très proches de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, son directeur de cabinet, puis Brice Hortefeux, son ami, qui est à ce moment-là ministre des collectivités territoriales, des visites qui ont eu lieu avant et après un déplacement officiel de Nicolas Sarkozy en Libye le 6 octobre. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à ce moment-là, était venu parler immigration clandestine avec le colonel Kadhafi. Selon l'accusation, ce pacte de corruption aurait été noué en 2 voire 3 temps. Le premier temps, c'est donc la visite de Claude Guéant. Il va rencontrer un homme qui s'appelle Abdallah Sennoussi. Abdallah Sennoussi, c'est le beau-frère de Mouammar Kadhafi, c'est le chef des services de renseignement et c'est surtout un homme qu'on connaît bien en France, puisqu'il a été condamné par défaut, en son absence, à la réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'UTA en 1989. C'est un attentat qui avait fait 170 morts, dont 54 Français. Claude Guéant lui a expliqué qu'il était tombé dans un traquenard, qu'il n'avait pas voulu rencontrer Abdallah Sennoussi, qu'il avait été mis devant le fait accompli. Puis il y a la visite de Nicolas Sarkozy le 6 octobre à Tripoli. 3e étape, la visite de Brice Hortefeux en décembre. Et là encore, Brice Hortefeux va rencontrer le fameux Abdallah Sennoussi dont on a parlé. Comme Claude Guéant, il va expliquer qu'il est tombé dans un piège, dans un traquenard, que c'était pas prévu. Selon l'accusation, c'est lors de cette rencontre que Brice Hortefeux aurait remis les coordonnées bancaires de Ziad Takieddine pour que les virements libyens puissent être transférés vers Ziad Takieddine et ensuite puissent alimenter la campagne. Au sujet de ces rencontres entre Claude Guéant puis Brice Hortefeux avec Abdallah Sennoussi, donc le chef des services de renseignement libyens, Nicolas Sarkozy parle d'une erreur. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il dit que c'est une erreur parce qu'il a bien conscience que ça fait mauvais genre que ses 2 plus proches aient rencontré Abdallah Sennoussi. Et en même temps, il ajoute, oui, mais l'erreur, c'est d'avoir été proche de Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, c'est lui qui est à la manœuvre à 2 reprises pour la rencontre de Claude Guéant et pour la rencontre de Brice Hortefeux avec Abdallah Sennoussi. Et donc Nicolas Sarkozy dit, voilà, l'erreur, c'est d'avoir entretenu des liens avec cet homme-là, cet intermédiaire. Je ne l'ai jamais senti, moi, et en gros, je ne comprends pas pourquoi ils ont continué à lui faire confiance. Donc c'est plutôt ça qu'il va dire. Le jeudi 30 janvier, l'ancienne chef du nucléaire en France, Anne Lauvergeon, qui était à ce moment-là la présidente du directoire du géant du nucléaire Areva, vient témoigner à la barre. Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Alors là, on parle du volet contrepartie. Il y aurait eu l'engagement de la France à aider la Libye à se doter de matériel nucléaire civil. Et notamment, on parle d'un réacteur pour faire marcher une usine de dessalement de l'eau de mer. Anne Lauvergeon, elle était donc présidente d'Areva, le géant du nucléaire français, et elle explique qu'à l'époque, elle a senti une lourde pression des autorités, de Nicolas Sarkozy, de Claude Guéant, pour contracter avec la Libye. Et elle dit, mais je recevais des coups de téléphone de diplomates en me disant tiens bon, il faut pas le faire. Et elle dit voilà, la Libye n'était pas un pays assez sûr, ne disposait pas d'une autorité de sûreté nucléaire, et que, en l'absence d'un organisme comme celui-ci, il n'était pas raisonnable de se lancer dans une aventure nucléaire en Libye. Comment se défend Nicolas Sarkozy ? Alors Nicolas Sarkozy, il apprécie pas Anne Lauvergeon, et c'est réciproque en fait, puisqu'il lui a proposé de devenir ministre, elle a refusé, elle a demandé de finir son mandat, il l'a pas renouvelé, donc on sent qu'il y a vraiment un antagonisme entre les deux. Et lui il dit non mais attendez, le nucléaire et la Libye, c'est pas moi qui l'ai initié, ça date de Jacques Chirac, et le premier texte qui a été signé entre la France et la Libye, c'était sous Jacques Chirac, ce qui est effectivement le cas, et il dit moi je me suis inscrit dans les pas de mon prédécesseur, et il dit oui, alors moi j'étais favorable effectivement au nucléaire, et j'étais d'accord pour qu'on encourage cette initiative, ce lien industriel, voilà, mais ça n'a absolument rien à voir avec un quelconque pacte de corruption qu'il nie évidemment totalement, mais il dit mais voilà, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans le cadre d'un accord entre deux pays, et oui, moi j'étais favorable au nucléaire, et il fallait le faire. Alors c'est pas été très loin, puis la guerre a mis fin à tout ça, mais enfin, sur le principe, j'étais pas hostile. Pendant le procès, le lundi 10 février, Nicolas Sarkozy commence à porter un bracelet électronique. Conséquence de sa condamnation définitive le 18 décembre à 1 an de prison ferme, peine aménagée donc avec le port de ce bracelet. C'est l'affaire dite Paul Bismuth ou des écoutes. En résumé, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence, coupable d'avoir promis un poste à un magistrat en échange d'informations sur une enquête le concernant. Timothée Boutry, est-ce qu'on aperçoit son bracelet électronique à l'audience ? Ce jour-là, il y a inhabituellement des médias audiovisuels et que tout le monde traque l'image du bracelet. Quand il marche, ça se voit pas. Quand il est assis dans la salle, on devine un léger enflement au niveau de sa cheville droite. Mais en fait, c'est, on va dire, une excitation de quelques minutes et après, ma foi, on re-rentre dans le rythme du procès, les interrogatoires, les témoins, enfin... Bon, ça perturbe pas totalement le déroulement de cette audience, en fait. Est-ce que cette précédente condamnation peut avoir une influence dans ce nouveau procès ? Judiciairement, non, puisque Nicolas Sarkozy comparaît dans l'affaire des soupçons de financement libyen avec un casier vierge, puisque les faits sont antérieurs à ceux pour lesquels il a été condamné, que ce soit dans Big Malion, même s'il y a un pourvoi en cours, et dans Bismuth. Bon, après, évidemment que ça colore l'audience, et que les magistrats n'ignorent pas que Nicolas Sarkozy a par ailleurs été condamné et porte un bracelet, mais ça ne doit pas du tout rentrer dans leur raisonnement au moment du délibéré, mais enfin, c'est un état de fait, c'est certain. Timothée Boutry, le même jour, donc ce lundi 10 février, il est question des carnets qui étaient tenus par le ministre libyen du pétrole. L'homme s'appelle Choukri Ghanem. Qu'est-ce qu'il a noté à la date du 29 avril 2007 ? Choukri Ghanem fait état d'un déjeuner qui s'est déroulé chez Béchir Saleh. Béchir Saleh, c'était le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. Et que lors de ce déjeuner, il aurait été question d'un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par différents canaux, en disant un tel verse 3 millions, tel autre verse 2 millions. Voilà. Et donc ça, il le consigne dans son carnet et on a une espèce de plan de corruption, si je puis dire, écrit dans ce journal du ministre libyen. Cet ancien ministre du pétrole libyen, Choukri Ghanem, n'a pas pu être entendu. Il a été retrouvé mort le 29 avril 2012, donc 5 ans plus tard, à Vienne, en Autriche. Oui, il est retrouvé mort dans le Danube. Alors évidemment, on s'est beaucoup posé de questions sur les circonstances de ce décès. Alors finalement, après enquête, il s'avère qu'il aurait fait une crise cardiaque et qu'il était tombé ensuite dans le Danube. Et donc, c'est pas considéré comme une mort suspecte et un témoin qu'on a voulu supprimer. Et ce jour-là, un représentant du parquet national financier fait le lien entre les montants indiqués dans ce carnet et des virements qui ont bien été effectués. Oui, l'accusation a imaginé qu'il y avait plusieurs canaux de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy et retrouve dans ces carnets les canaux qu'elle a identifiés en disant voilà, tant de millions, ça correspond à tel virement effectué à tel moment sur tel compte de tel intermédiaire, tel montant, ça correspond au second canal de financement allégué. Donc, selon l'accusation, c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a une conjonction entre ce que l'enquête a pu démontrer et ce qu'on retrouve dans ces carnets.
Comment se défend Nicolas Sarkozy sur ce point ? Nicolas Sarkozy, déjà, il pose la question de l'authenticité de ses carnets. Et ensuite, il dit non mais il n'y a aucun pacte de corruption. Donc, selon lui, ça ne le concerne absolument pas. Et lui dit qu'il n'a aucun lien avec le compte qui a reçu cet argent libyen. Oui, il y a notamment un compte de Ziad Takieddine, l'intermédiaire, qui a reçu 6 millions d'euros en plusieurs virements de la Libye, ça c'est un fait. Évidemment, selon l'accusation, ce compte aurait servi de transit entre la Libye et la campagne de Nicolas Sarkozy, puisqu'il y a des retraits en espèces qui ont été effectués sur ce compte. Mais Nicolas Sarkozy dit non, mais voilà, ça ne me concerne pas du tout. Le jeudi 6 mars, Claude Guéant est invité à parler sur un cadeau de grande valeur qu'il a reçu de la part de l'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouri, présenté par l'accusation comme un intermédiaire, comme Ziad Takieddine dans ce dossier. Quelle est l'histoire de cette montre ? Les deux hommes ont été très très proches. Ils se sont vus à de nombreuses reprises à l'Élysée. Vraiment, Alexandre Djouri était un visiteur très régulier de Claude Guéant et aussi de Nicolas Sarkozy. Et lors d'un déjeuner, alors selon le récit d'Alexandre Djouri et de Claude Guéant dit elle est pas mal cette montre. Et Alexandre Djouri l'enlève et lui dit voilà, je vous la donne. Claude Guéant dit j'ai accepté, je l'ai prise. On parle d'une montre de grande valeur à 11 000 euros de la marque suisse Patek Philippe. Et là, évidemment, tout le monde s'étonne en disant mais ça vous choque pas vous connaissez à peine, il vous donne une montre, non, c'est l'amitié, mais enfin vous vous doutez bien qu'il ne porte pas une Swatch à la main. Alexandre Djouri, vous connaissez son train de vie, ça vous pose pas question. Non, c'est que quand je suis rentré chez moi que j'ai regardé sur internet Patek Philippe et j'ai vu que c'était quand même une marque de luxe et on lui dit mais il vous vient pas l'idée de la restituer ? Non, ça m'a pas traversé l'esprit. Ça pose question et surtout selon l'accusation, cet épisode ce serait une manière de test à Claude Guéant de résistance à la corruption de la part d'Alexandre Djouri. Il accepte la montre, donc peut-être que je peux aller plus loin, puisque on sait qu'on va retrouver les deux hommes dans un autre épisode de ce dossier, l'épisode de la vente des tableaux hollandais par Claude Guéant, une vente qui lui a permis d'obtenir 500 000 euros pour acheter son appartement. Or, selon l'accusation, cette vente elle est totalement fictive et cet argent en fait il vient de Libye et il a servi à Alexandre Djouri à corrompre Claude Guéant. Le lundi 17 mars, Timothée Boutry, le policier qui a mené l'enquête sur toute cette affaire, est appelé à la barre. D'un mot, d'abord, c'était une demande des avocats de la défense. Oui, la demande d'un avocat de la défense. Vous pouvez imaginer que ses confrères de la défense ont été ravis de cette initiative. C'est pas très commun de faire citer les directeurs d'enquête en correctionnel. C'est beaucoup plus fréquent aux assises, mais pas en correctionnel et non plus dans les dossiers politico-financiers. Il fallait pas être grand clair pour savoir que ce témoin-là, il n'allait pas être favorable à la défense des prévenus. Alors que raconte ce policier, donc le commandant Frédéric Vidal? En fait, il raconte une odyssée de 10 ans. C'est vraiment la mémoire vive de cette enquête. C'est lui qui a quasiment mené seul toutes les investigations. Il la connaît par cœur, cette enquête. Il raconte sa découverte d'hommes politiques assez douteux en matière de probité. Il raconte sa découverte des intermédiaires sulfureux, des comptes bancaires, offshore, des comptes rebonds. Il raconte comment, au gré des perquisitions, de la communication de documents, des auditions contrariées aussi, parce que ça n'a pas été facile comme enquête, s'est dessinée l'hypothèse de ce pacte de corruption entre Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Le commandant Frédéric Vidal dit avoir été frappé par la très grande prudence des suspects sur lesquels il enquêtait. Oui, notamment au téléphone, parce qu'il prend l'exemple de Nicolas Sarkozy, dont on sait que c'est à l'occasion de cette enquête qu'on va découvrir l'existence de la ligne Paul Bismuth, qui lui permet d'échanger en secret, si je puis dire, avec son avocat et ami Thierry Herzog. Ça donnera lieu à une autre enquête et à sa condamnation qui lui vaut le bracelet électronique. Par exemple, il prend l'exemple d'un appel que Nicolas Sarkozy effectue à destination de Michel Gaudin, son directeur de cabinet. Donc Nicolas Sarkozy n'utilise pas son téléphone portable, il n'utilise pas la ligne fixe de son bureau, mais il va demander à son attaché de presse son téléphone. Et donc Nicolas Sarkozy ne va pas composer le numéro de son directeur de cabinet, mais le numéro de l'épouse de son directeur de cabinet. Donc on est, aux yeux du policier, dans une manière de contourner l'éventualité d'écoute téléphonique. Timothée Boutry, à plusieurs reprises pendant ce procès, il a été question de l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. Il s'appelle Béchir Saleh, vous l'avez déjà évoqué. Pendant le printemps arabe en 2011, qui a conduit à la chute de Kadhafi, cet homme, Béchir Saleh, a été exfiltré vers la France.
Oui, il a été ramené d'abord vers Tunis, puis rapatrié à Paris, grâce à l'intervention d'Alexandre Djouri, qui est un très proche de Béchir Saleh, il dit que c'est son frère, et il a été à la manœuvre avec l'aide aussi du consul de France à Tunis, Boris Boyon, qui était un proche de Nicolas Sarkozy, et en fait avec l'aval des autorités françaises. Donc Béchir Saleh, il a été ramené quasi officiellement en France au moment du début des troubles en Libye. Et au printemps 2012, le jeudi 3 mai 2012, Béchir Saleh est exfiltré de France. D'abord, quel est le contexte ? On est entre les deux tours de l'élection présidentielle française. Nicolas Sarkozy est face à François Hollande pour le second tour du dimanche 6 mai. Alors le contexte évidemment est très important puisque quelques jours plus tôt, Mediapart a publié sa fameuse note. C'est la note qui fait état d'un soupçon de financement de 50 millions d'euros de la Libye vers la campagne de Nicolas Sarkozy. Cette note, elle cite plusieurs personnes dont Béchir Saleh, donc il y a déjà ce contexte-là. Ensuite, il y a la publication par Paris Match de photos de Béchir Saleh qui est à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Or, Béchir Saleh, il fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, c'est-à-dire qu'il est recherché par la Libye, par les autorités de transition libyennes qui veulent le juger pour diverses actions qu'il aurait commises à l'époque où il était un haut dignitaire du régime de Mouammar Kadhafi. Et donc, on découvre qu'on a sur le sol français un ex-dignitaire libyen qui est recherché par la police de son pays. Et donc, que se passe-t-il le jeudi 3 mai ? Alors là, en fait, c'est une journée où il va se passer pas mal de choses dans l'après-midi. Ça commence par un appel entre Alexandre Djouri et Bernard Squarcini, qui est le chef des services de renseignement intérieur, qui est aussi un proche de Nicolas Sarkozy. Et en fait, ils vont convoquer Béchir Saleh et tous les trois, ils vont mettre en place un plan d'exfiltration. Ils vont se retrouver dans un hôtel près de la Tour Eiffel. Et ça va aboutir le soir même au départ de Béchir Saleh. Et il y a plusieurs coups de fil qui vont être échangés entre les uns et les autres. Et en fait, c'est Alexandre Djouri qui va financer ce départ dans un jet, c'est lui qui va payer la somme. Béchir Saleh va aller au Bourget et il va partir d'abord en direction du Niger et puis après il s'est installé en Afrique du Sud. Et il y a plusieurs éléments jugés suspects dans le cadre de cette exfiltration ? Oui, parce que déjà, il faut rappeler qu'à ce moment-là, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, qui est ministre des Affaires étrangères, sont interrogés dans les médias sur le cas Béchir Saleh et ils disent non, mais s'il est en France, s'il est recherché par Interpol, il sera arrêté et il sera extradé. Bon, le fait est qu'il a pu partir de France et on va découvrir que le passager de ce vol inscrit, c'est pas Béchir Saleh, mais c'est Alexandre Djouri. Alexandre Djouri, c'est pas lui qui a pris l'avion, c'est lui qui l'a payé. Alors Alexandre Djouri dit oui, mais c'était pour des raisons de sécurité. Bon, on pose la question de quelle consigne de sécurité. On va voir que ce vol, il n'a pas été enregistré non plus dans la mémoire informatique de l'aéroport du Bourget. Là encore, autre bizarrerie. Pourquoi ça n'apparaît plus ? On est quand même largement sur une opération barbouzarde, mais barbouzarde avec le concours du chef des services de renseignement intérieur, Bernard Squarcini. On est quand même sur une opération barbouzarde organisée au plus haut sommet de l'État, puisqu'on voit qu'il y a aussi un moment un appel qui est effectué au conseiller de Claude Guéant, qui est alors ministre de l'Intérieur. Donc cette exfiltration, elle pose beaucoup de questions. On sait si Nicolas Sarkozy, donc président à ce moment-là, pour encore quelques jours, a donné son feu vert à cette exfiltration ? Alors il a été interrogé pendant le procès de Nicolas Sarkozy, il a dit qu'en gros non, il n'était pas du tout au courant, il n'était pas à la manœuvre de ça. L'accueil de Béchir Saleh en France, il dit oui, j'y étais favorable, en disant que Béchir Saleh était un homme de paix et de dialogue et que voilà, il avait sa place en France. Il dit en revanche, son départ, je ne suis pas mêlé à ça, vous me dites que Bernard Squarcini serait intervenu, c'est une faute de sa part, et d'ailleurs vous ne l'avez pas poursuivi, je me pose la question de savoir pourquoi, mais lui se dit étranger à toute cette opération. On en arrive à la fin de ce procès qui avait débuté début janvier. Le mardi 25 mars, les 3 procureurs commencent leur réquisition qui vont durer 2 jours et demi. Ils se relaient pour détailler et expliquer les peines qu'ils demandent. Ils réclament 6 ans de prison ferme, 100 000 € d'amende contre Claude Guéant, 3 ans de prison ferme à l'encontre de Brice Hortefeux, 1 an de prison ferme pour l'ancien ministre du budget Éric Woerth. Timothée Boutry, que disent-ils au sujet de Nicolas Sarkozy, le principal prévenu ? En fait, ils vont en faire le principal responsable de toute cette affaire. Ils vont dire qu'il a été le commanditaire et le décisionnaire du pacte de corruption. Donc ils en font vraiment la figure tutélaire de toute cette affaire en disant que en fait toute cette histoire a servi à assouvir son ambition personnelle. Et en fait,
Les procureurs vont évidemment détailler le faisceau d'indices qu'ils ont recueillis, mais ils vont aussi avoir des mots très durs sur la personnalité de Nicolas Sarkozy, puisque l'un des procureurs dit Nicolas Sarkozy nous explique mais vous me connaissez, je peux pas avoir fait une chose pareille, et le procureur dit sauf que derrière la silhouette de l'homme public qu'on connaît se dessine l'image d'un homme qui, pour assouvir son ambition personnelle, est en quelque sorte prêt à tout, à renier les valeurs de probité et d'honnêteté pour arriver jusqu'à la magistrature suprême. Donc en fait, ça c'est vraiment une charge extrêmement violente, puisque ça va même au-delà des éléments matériels du dossier, mais en disant voilà, ces éléments matériels, on les a réunis et on pense qu'il y a eu ce pacte parce que Nicolas Sarkozy voulait à tout prix, à tout moyen, arriver au sommet de l'État. Et les procureurs demandent des peines très lourdes contre l'ancien président. Oui, il requiert 7 ans de prison ferme, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. C'est très lourd pour un dossier politico-financier, 7 ans. Après, on n'a pas été extrêmement surpris. On parle d'infractions qui sont punies de 10 ans de prison. Le parquet national financier ne pouvait que requérir une peine extrêmement lourde au regard de sa démonstration. Comment réagit Nicolas Sarkozy quand il entend ça ? Il s'attendait à ce que ce soit élevé. Vraiment, je vous le dis, ça n'a surpris personne dans la salle. Lui non plus, évidemment, même si je pense que quand on est prévenu, on espère forcément moins. Ensuite, il a quitté la salle un peu crispé, sans faire de déclaration. Je pense qu'il avait été préparé. Le mardi 8 avril, Timothée Boutry, les 2 avocats de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois et Christophe Ingrin, viennent à la barre pour défendre l'ancien président. Que disent-ils dans leur plaidoirie ? Leur tâche, c'est d'essayer de convaincre le tribunal que ce pacte de corruption n'a jamais existé. C'est donc de reprendre les éléments du dossier en disant il n'y a pas de preuves, où est l'argent, on ne le trouve pas dans la campagne, on ne sait pas de quel montant il s'agit, et en fait de reprendre toutes les pièces du dossier, tout ce qui, aux yeux de l'accusation, constitue un faisceau d'indices, et de dire ça n'est pas un indice, ça n'en est pas un, ça c'est pas suffisamment fort, ça c'est pas concordant, les déclarations divergent. Enfin voilà, l'idée c'est de vouloir démonter l'accusation en reprenant point par point tous les éléments du dossier. D'un mot, Timothée Boutry, on l'avait déjà expliqué dans un précédent podcast. Dans cette affaire, il n'y a pas une preuve vraiment accablante, mais un faisceau d'indices. On peut être condamné sur la foi d'un faisceau d'indices ? Oui, c'est possible, c'est prévu, mais les avocats de Nicolas Sarkozy disent certes c'est possible, mais alors il faut que vraiment chaque indice soit solide, se rattache aux faits poursuivis, et il y a une exigence qui est quand même très forte. Et eux disent non mais vos indices, ça construit une hypothèse, celle de l'accusation, mais elle ne tient pas parce que les indices ne sont pas suffisamment forts, ne s'emboîtent pas les uns les autres, et donc à leurs yeux ça ne tient pas du tout, et ça ne permet absolument pas de matérialiser cette corruption, et par là même de rentrer en voie de condamnation. Et après cette plaidoirie, la présidente du tribunal demande à Nicolas Sarkozy s'il a quelque chose à ajouter. Oui, tous les prévenus sont invités à prononcer les derniers mots, c'est ce que veut la procédure. Alors Nicolas Sarkozy dit non, et on est surpris, puisqu'on connaît la propension de Nicolas Sarkozy à s'exprimer longuement à la barre et ailleurs d'ailleurs, et il dit non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, évidemment, ça fait un peu rire dans la salle. Il dit d'abord, premier point, mes avocats ont parlé, bien parlé, bon, et ensuite il dit parce que le climat médiatique et politique est détestable. Et en fait, il fait référence aux débats qui ont été suscités par la condamnation récente de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Et il dit, voilà, moi j'aurais eu envie de répondre à un réquisitoire politique et violent, c'est comme ça qu'il le décrit, mais je ne suis pas là pour alimenter la polémique, je veux la vérité, je veux défendre mon honneur et je veux qu'on trouve la vérité, et donc je ne vais pas développer. Merci Timothée Boutry. Je le disais au début du podcast, le jugement dans cette affaire sera rendu le 25 septembre. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clémentine Spiller, Thibault Lambert et Pénélope Gualquierotti. Réalisation, Pierre Chaffanjon. On vous invite aussi à écouter Crime Story, le podcast hebdomadaire de faits divers du Parisien. Et nous venons d'ailleurs de publier une série exceptionnelle sur le mystère de la tuerie de Chevaline. Une série intitulée Les fantômes de Chevaline, présentée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni.